Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose que l'on commence. Je suis vraiment ravi de vous accueillir ici pour cette demi-journée d'études sur la question des sciences ouvertes, en ma qualité de directeur de la Graduate School Droit. La Graduate School Droit qui a pour vocation de coordonner les formations et la recherche au niveau de l'université Paris-Saclay, donc qui regroupe les établissements de l'université d'Évry, l'université de Versailles, l'ENS et Paris-Saclay ex-Paris-Sud, a dès le début de ses travaux voulu mettre à son programme cette question des sciences ouvertes. Elle a récemment adopté sa stratégie scientifique qui notamment fait une place importante à la fois aux nouvelles technologies mais aussi à la diffusion des savoirs fondamentaux, des savoirs juridiques et de l'inscription également de nos recherches et du droit plus largement dans la société contemporaine. Et cette question des sciences ouvertes s'inscrit pleinement dans cet objectif-là, dans cette stratégie-là, et cette première demi-journée, qui sera, j'en doute pas la seule, a pour vocation justement à initier cette dynamique pour renforcer la place des sciences juridiques dans les sciences ouvertes, puisque ce n'est un secret pour personne. À l'heure actuelle, le droit a, sur un certain nombre d'autres sciences, du retard sur ces questions-là. Les chercheurs en sciences juridiques ne se sont pas encore pleinement emparés de ces outils, mais on a aujourd'hui des incitations législatives, des incitations financières, et puis un intérêt aussi, je crois, direct pour la diffusion de nos savoirs. C'est l'objectif de la science ouverte, précisément de permettre la transparence de nos recherches, de permettre de la diffuser beaucoup plus largement. Il faut se rappeler que nos recherches sont financées par des fonds publics et que en permettre la diffusion au plus grand nombre doit faire partie évidemment des objectifs prioritaires. Je suis donc tout à fait ravi d'introduire cette journée. Je ne vais pas être très long, mais il me faut tout de même remercier ici les personnes qui ont œuvré à permettre la réalisation de cette demi-journée, qui ont fait partie d'abord du groupe de travail qu'on a initié très rapidement au sein de la Graduate School, et que sont Mélanie Clément-Fontaine, François Jancoviac, Nathalie Lac, Marie Lemaire, Angélique Malek et Clarisse Siméan. Merci beaucoup d'avoir tout organisé, Angélique, d'avoir coordonné cette demi-journée. Je vous souhaite de très bons échanges. Je vous prie par avance de m'excuser, je vais devoir m'éclipser après cette brève introduction car j'ai d'autres impératifs, mais en tous les cas, je suivrai et j'aurai le compte-rendu de cette réunion. Voilà, bonne demi-journée à tous et merci et bravo encore pour toute cette organisation et merci bien sûr aux intervenants qui sont déplacés pour venir échanger sur cette question importante. Merci Thibaut pour cette présentation. En fait, en tant que coordinatrice du groupe de travail, oui. Ah, merci. Donc, merci Thibaut. En tant que coordinatrice du groupe de travail, j'ai été un petit peu mandatée pour dire quelques mots de notre groupe, de notre travail. En fait, on a constitué un noyau pour travailler autour de la science ouverte en janvier 2022. En fait, il a été composé en fait de professionnels des bibliothèques et aussi d'enseignants-chercheurs. Notre objectif est d'encourager les chercheurs de la Graduate School à s'approprier ce moyen de diffusion de la recherche qui, comme le disait Thibaut, est encore un peu trop délaissé dans le champ des sciences juridiques, malgré de nombreux outils et services proposés par les institutions de la recherche française. C'est ce qu'on va essayer de montrer. Juste pour un petit historique, au début on était 3. Donc il y avait Clarisse Siméan avec qui on a déjà travaillé ensemble pour créer une bibliothèque numérique patrimoniale, Yvette, avec Aurélia Demey qui est ici. Et puis aussi François Jancoviac qui est de l'autre côté, qui est aussi un historien du droit et avec qui je travaille sur un wiki Gregorius. Voilà. Je suis en résidence dans leur laboratoire droit et société religieuse, ce qui favorise un petit peu les échanges. Et
aussi rapidement, il y a Marie Lemaire qui nous a rejoint, qui est responsable de la BU à Sceaux, et Mélanie Clément-Fontaine, qui est aussi très engagée dans la science ouverte et qui est membre du COSO, qui est, alors que je ne dise pas de bêtises, le comité pour la science ouverte. Voilà. Nous avons décidé en juin d'organiser un événement en fait sur ce thème, droit et sciences ouvertes. On a souhaité à ce que ça soit le plus pratique possible, et l'idée c'est de favoriser de nouvelles publications en sciences ouvertes, en sciences juridiques. D'où l'idée de ces 2 tables rondes autour de la publication. Alors, la première table ronde est consacrée à l'accompagnement des chercheurs institutionnels, et la seconde table ronde permettra d'entendre des retours d'expérience de ceux qui ont déjà créé une édition en sciences juridiques, en sciences ouvertes. Oui, je tiens à signaler que tous les acteurs que nous avons contactés ont répondu favorablement à notre invitation. Ça, c'était... Et j'en profite évidemment pour les remercier de leur présence, même si effectivement la grève des trains nous a un petit peu... on a été un peu obligé de changer une intervention qui sera en visio, mais qui marchera très bien. Grâce justement au soutien des collègues qui sont à la faculté Jean Monnet, je tenais à remercier Valentin Depagne qui assure vraiment la technique de cette salle, et Noémie Mouty qui a assuré toute la logistique. Merci Noémie. Et Salah Carmous qui n'est pas là mais qui est l'infographiste aussi, qui nous a fait le programme et l'affiche. Voilà. Et puis je voulais aussi ne pas oublier Nathalie qui était dans le comité d'organisation et voilà pour l'organisation de cet événement. Je crois que maintenant on peut passer aux tables rondes. Je laisse la parole à Marie. Bonjour à toutes et à tous. Donc la première table ronde aujourd'hui sera sur l'accompagnement institutionnel des chercheurs, savoir comment est-ce que l'institution, l'université peut accompagner les chercheurs à déposer en sciences ouvertes, et comment est-ce que différents acteurs se mobilisent aujourd'hui pour permettre ces dépôts. Je ne sais pas si Gilles Dumont, qui est en visio, apparaît ou pas à l'écran. En attendant, je vais présenter les différentes personnes de la table ronde. Donc Pierre Guy-Bentif, qui est le directeur de la Maison des sciences humaines Paris-Saclay, professeur en sociologie du droit à l'Institut universitaire de Lisbonne et membre du comité éditorial de la revue en open access Droit et Société. À côté, nous avons Arthur Guézangard, qui est bibliothécaire et chargé de la valorisation de la science ouverte, administrateur HAL au sein de la direction des bibliothèques de l'information scientifique et technique à l'université Versailles-Saint-Quentin. Nathalie Lac, qui est la responsable des éditions scientifiques de l'université Paris-Saclay au sein de la direction des bibliothèques de l'information et de la science ouverte au pôle numérique, recherche et sciences ouvertes. Et nous avons Gilles Dumont, qui est en visio, qui est professeur de droit public à l'université Paris-Cité, qui est responsable du portail Unif Droit, qui est le fondateur du projet Droit de Halle et membre du conseil scientifique de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur. Donc, Monsieur Dumont, si vous voulez, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez nous dire quel service vous représentez et comment votre outil service a été conçu pour aider les chercheurs à publier en sciences ouvertes, donc en l'occurrence l'outil Droit de Halle.
Je suis bien là, je vous rassure. Donc, Monsieur Dumont, on vous laisse présenter le projet droit de Halle et comment cet outil a été conçu pour aider les chercheurs à publier en sciences ouvertes. Merci beaucoup. Je suis désolé, j'ai pas entendu les quelques minutes précédentes. Je ne sais pas si c'était juste moi qui n'avais plus de son ou si c'était collectif. Merci de m'avoir invité à participer à cette réunion et désolé encore une fois de n'y participer qu'à distance. Mais comment dire, les contraintes ferroviaires ont été ce qu'elles sont aujourd'hui. J'interviens donc en tant que responsable du portail unifdroit.fr qui a été mis en place par la conférence des doyens et qui est maintenant porté par une fondation, Diocèse Politia, qui est hébergée par l'Académie des sciences morales et politiques. Et dans le cadre de cette fondation et du portail, eh bien, on a lancé en 2019 le projet droit de Halle qui a été soutenu dans le cadre de l'appel à projet Codex Percé. Et le point de départ était le constat qui a été celui du début de cette réunion, c'est-à-dire la très faible présence des juristes dans la science ouverte, si l'on peut dire, mais même avant même la science ouverte, la très faible présence, la très faible visibilité des juristes en dehors de leur précaré, qui est celui des bases de données juridiques qui sont diffusées. Ah, c'est ça. Donc, il n'y a pas de son à distance, apparemment. Donc, est-ce que, Salvedel, vous m'entendez ou... Moi, je vous entends très bien. Vous m'entendez? Bonjour. Tant mieux. Parce que c'était Emmanuel Cassia, que je salue par ailleurs, mais qui indiquait qu'elle n'avait pas de son. Donc, je reprends. Donc, le constat, c'est celui de l'absence de visibilité des juristes en dehors des bases de données juridiques fermées, type Dalloz, LexisTextis, Lexinsto. Et j'ai commencé donc à travailler avec Dalloz, enfin en commençant par un éditeur un peu, enfin pas tout à fait au hasard parce que c'est un éditeur chez lequel je publie régulièrement. Et Dalloz a accepté assez rapidement de mettre à disposition l'ensemble des métadonnées de ces publications que nous avons travaillées et qui ont ensuite été massivement déposées dans Halle, rétrospectivement de 1990 à 2019, donc à l'époque, juin ou juillet 2019, et puis une fois que les choses ont été mises en place, après un certain nombre de phases de tests, de correctifs, etc., eh bien, désormais, à chaque publication d'une revue Dalloz, les métadonnées nous sont transférées automatiquement et un script passe et va déposer directement les notices dans Halle. Ce qui fait que, je viens de regarder les chiffres encore, on est aujourd'hui à 59 000, quasiment 60 000, 58 918 notices déposées, qui sont donc évidemment des notices, des métadonnées, des notices, des revues Dalloz, et qui sont donc disponibles maintenant dans Halle. Ces 60 000 notices à peu près donc de revues juridiques, quand elles ont été déposées, donc à l'été 2019, on est passé de mémoire de 10 ou 12 000 notices de juristes, donc à peu près 60 000, 70 000. Et donc ça a renforcé, disons, de façon assez immédiate et ponctuelle la visibilité des juristes dans Halle. Ça a aussi fait connaître aux équipes du CCSD l'existence des juristes, parce que, on était un peu marginaux, on l'est toujours, mais au moins, il y avait un certain nombre de notices qui ont été déposées, ce qui a amené d'ailleurs à se poser des questions de la part du CCSD d'une part, de la part des juristes d'autre part, à la fois sur l'intérêt du dépôt en question, ça, il n'y a pas tellement de soucis à se faire, ça renforce notre visibilité de façon absolument évidente, et puis l'intérêt aussi et surtout pour le CCSD, enfin pour le Halle, disons, puisque la vocation de Halle, c'est pas le dépôt des notices, c'est le dépôt des textes, naturellement, et c'est une forme, ça existe depuis Halle, depuis la fondation de Halle, mais c'est une forme de détournement de l'outil que de déposer exclusivement des notices. Je sais bien que ce détournement il est presque impératif maintenant dans le cadre des rapports HCERS, mais ça n'empêche que l'objectif initial du projet, et qui reste toujours l'objectif actuel, c'est d'inciter les chercheurs, une fois que les notices ont été déposées, à déposer leurs textes,
Ce qui, globalement, je l'avais écrit dans le rapport Colex-Percé, ça n'a pas considérablement changé depuis, globalement ne se fait pas. C'est-à-dire que les collègues ne déposent que marginalement, voire ultra marginalement, les textes correspondant aux notices. Certains le font systématiquement. Je pense à certains collègues d'Aix-Marseille ou de Clermont-Ferrand, par exemple, qui le font systématiquement. Donc toutes les notices qui ont été déposées ont été appropriées par leurs auteurs, et ensuite les textes correspondants ont été déposés. Mais on va compter, disons, sur les doigts des deux mains, à peine plus, les collègues qui effectivement jouent le jeu, entre guillemets, c'est-à-dire s'approprient nos notices et déposent. Je maintiens malgré tout qu'une opération comme celle-ci, qui n'a jamais prétendu à être de la science ouverte au sens strict du terme, plus une contribution ou une aide à apporter aux chercheurs pour le dépôt de leur notice, une opération de ce type reste utile, me semble-t-il, pour acclimater le climat, enfin les différents éléments de la science ouverte, et notamment la connaissance de Hall. On a dit tout à l'heure que les juristes étaient un peu absents du sujet, alors je prends un cas tout à fait archétypique, qui est celui de Paris 2, mais donc jusqu'à une période extrêmement récente, Paris 2 n'était pas tellement concerné par les questions de sciences ouvertes, et les collègues de Paris 2 ont découvert l'existence de Hall par le dépôt des notices qui ont été effectueux et qui amenaient une notification à chaque dépôt, comme on publie beaucoup. Ils avaient évidemment beaucoup de notifications relatives au dépôt de leur notices. Et petit à petit, cela fait entrer dans les mœurs une situation, enfin la diffusion de métadonnées comme celle-ci, et l'incitation donc à aller au-delà des métadonnées, à déposer les textes. J'ai été trop long, je m'en excuse, puisqu'il y a plein de sujets à aborder, je cède la parole. Merci beaucoup. Donc vous nous avez parlé de Hall, mais je ne suis pas sûre que tout le monde ici sache ce qu'est Hall. Et nous avons justement parmi nous l'administrateur Hall à l'UVSQ. Donc Arthur, je te laisse présenter Hall. Oui, bonjour. Alors, je vais redire globalement ce qu'a dit à peu près Gilles Dumont. Donc, Hall, pour savoir ce que c'est donc la plateforme d'archives ouvertes, globalement la plateforme d'archives ouvertes nationale de France. L'objectif, c'est que l'ensemble de la recherche, à terme, soit disponible sur Hall. Le but, donc c'est vraiment une plateforme où les chercheurs peuvent librement déposer leurs articles. Et tout l'objectif est de permettre que l'ensemble de la recherche des productions de la recherche soient disponibles sur cette plateforme. Donc, et tout passe par le dépôt lui-même du chercheur. Mais comme l'a dit Gilles Dumont, c'est très difficile de mobiliser les chercheurs sur le sujet. Tout simplement parce que la plateforme, malgré toute sa bonne volonté, peut être parfois assez complexe d'utilisation, qu'elle répond à des critères qui ne sont pas forcément ceux sur lesquels ont l'habitude de travailler les chercheurs, et également tout simplement parce que les chercheurs n'ont pas toujours le temps de déposer leurs articles sur Hall. Et donc c'est pour ça que nous, à l'UVSQ, on a développé un outil qui en fait est assez similaire à celui qui a été développé par Gilles Dumont autour de droit de Hall, mais vraiment organisez-nous autour de l'ensemble de nos disciplines, mais sur notre périmètre UVSQ. C'est-à-dire qu'on a développé une application qui va nous permettre d'aller moissonner les données des grandes bases de données scientifiques. C'est-à-dire qu'on va en fait aller chercher toutes les publications de nos chercheurs sur des grandes bases de données, type Scopus par exemple, qui est une grande base de données utilisée en sciences dures. Et on va vraiment récupérer tous les articles qui ont été produits par un chercheur UVSQ. Comment on le fait ? Tout simplement en allant chercher ses affiliations. S'il y a un chercheur qui a produit un article dans lequel il s'est affilié avec un des laboratoires de l'UVSQ, on va récupérer ces données et on va les intégrer dans Hall. Donc on va vraiment prendre toutes ces données et dire voilà, tel article avec tel titre produit par tel auteur qui appartient à tel laboratoire, et on intègre tout ça dans Hall, ce qui nous permet d'enrichir en fait d'enrichir la catalogue, notre base de données. Et là-dessus, toute l'équipe recherche donc de la DBIST va intervenir, donc on est à peu près 7 personnes, et on va aller intervenir pour corriger manuellement chaque notice pour dire voilà, cette notice, elle a été écrite par telle personne qui appartient à tel laboratoire, et vraiment enrichir les données
des notices présentes dans HAL. Et à ce moment-là, on a deux solutions. Soit l'article produit est déjà en licence ouverte, hein, donc souvent ça va être ce qu'on va appeler les licences Creative Commons. Vous pouvez les trouver qui ont la mention souvent, ça commence par CC BY. Et après, il y en a plusieurs types. Donc ça, ce sont des licences qui sont déjà accessibles. Elles sont déjà en open access. Et donc, on va là tout simplement récupérer l'article et l'implanter directement dans HAL, ce qui va permettre d'enrichir la plateforme. Soit, seconde solution qui est assez fréquente également, l'article n'est pas disponible. Il n'est pas en open access et il est sous copyright. Et là, on va mettre en place une seconde stratégie dans laquelle on va aller communiquer avec les chercheurs, leur demander de nous envoyer directement leur manuscrit auteur, donc sans la mise en page de l'éditeur, mais vraiment la version définitive, hein, celle qui correspond, où on a tout le texte de l'article, et c'est cette version qu'on va déposer dans HAL. Et donc en fait, toute cette démarche vise vraiment à simplifier au maximum le travail fait par l'auteur. Donc on ne demande plus à l'auteur de déposer son article, on ne lui demande plus de modifier ses métadonnées, de savoir quel titre il est, d'affilier tous ses co-auteurs, ce qui est très long et qui prend beaucoup de temps. On fait tout ça pour lui, et finalement la seule chose qu'on lui demande, c'est de nous lui fournir son manuscrit. Et c'est nous qui nous chargeons de le déposer dans HAL. Donc il y a vraiment une prise en charge, à la fois une double aspect, c'est-à-dire une prise en charge du travail de dépôt de l'auteur, et d'autre part vraiment une automatisation, ce qui nous permet en fait de traiter en masse les données de la recherche produites par les auteurs. Pour vous donner une idée, on a traité entre septembre et octobre environ 950 articles. Donc ça fait qu'on peut traiter des masses assez importantes et donc éviter ainsi que les auteurs accumulent des articles qui du coup ne sont pas présents dans HAL et donc perdent en visibilité. Et pour conforter un peu ce qu'a dit Gilles Dumont, il faut savoir qu'autant la première partie, celle où vraiment on va chercher les productions des chercheurs, elle est très facile à automatiser, autant on a souvent peu de résultats, peu de réponses de la part des chercheurs. Et donc il y a tout un travail également de, communication auprès des chercheurs à faire pour vraiment insister pour le fait qu'ils nous apportent leurs articles et qu'ainsi on puisse les déposer dans la plateforme d'archives ouvertes. Voilà, je laisse la parole. Merci beaucoup. Nathalie, donc tu es chargée de mission pour l'édition scientifique numérique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, merci. Alors, pour Paris-Saclay, effectivement, il y a cet outil HAL. Chaque institution a son propre portail, hein, donc Paris-Saclay n'y échappe pas. Nous avons également développé un outil qui est BiblioHAL, qui a fait un peu le même travail que Arthur vient d'expliquer, c'est-à-dire de recherche d'articles pour aider à enrichir HAL et faciliter le travail des chercheurs. Mais nous réfléchissons aussi à développer des services pour publier nativement en sciences ouvertes, donc sans cette question d'embargo ou de restrictions qu'on peut avoir. Donc pour cela, on est en train de mettre en place un certain nombre de services d'accompagnement au plus près des chercheurs qui se construit en plusieurs niveaux de services. Un premier niveau qui est de la sensibilisation et puis de l'information, surtout qu'est-ce que publier en sciences ouvertes, tous les termes qu'on peut entendre comme APC, revue prédatrice, revue hybride, voie verte, voie dorée, voilà, tout ça qui est un peu obscur pour les chercheurs. Donc expliciter tout ça, les accompagner dans leur démarche. Pour ça, on a un réseau d'ambassadeurs ou de conseillers qu'on appelle des référents recherche. Normalement, chaque laboratoire du périmètre saclésien a un référent recherche auprès de qui les laboratoires, les chercheurs peuvent se tourner pour poser leurs questions. Voilà. Et puis ensuite, on a un deuxième niveau de service un peu plus spécifique que je coordonne et qui est vraiment pour apporter des réponses plus précises. Alors pour les revues, typiquement, c'est un accompagnement sur comment améliorer leur référencement. Comment candidater à une plateforme nationale comme Open Edition, que je pense qu'on va beaucoup aborder aujourd'hui, ou Cairn Info. Quels sont les critères de qualité
quand on parle de sciences ouvertes, le cadre légal d'une revue, les contrats entre les auteurs et une revue, entre un éditeur et la revue, les licences, quelles licences utiliser, enfin voilà, ce genre de choses. La mise en place de chartes éthiques, quand on parle de sciences ouvertes, il y a tout le pendant intégrité scientifique qui est important, le plagiat. Et puis, avec l'aide de mes collègues, il y a aussi toute la question qui monte en ce moment, qui est les données. Comment gérer ces données, comment les déposer, sur quel entrepôt, comment publier un texte avec un jeu de données. Voilà, tout ce genre de questions auxquelles on peut répondre. Et puis, il y a une dernière strate qui est vraiment de l'accompagnement au cas par cas sur des projets précis. Voilà, j'ai un projet de création d'actes de colloque. À qui je peux m'adresser, comment monter mon projet. J'ai un projet de livre électronique, à quel éditeur vers qui je peux me tourner pour publier en sciences ouvertes. Et puis d'ici quelques mois, j'espère, nous pourrons proposer une plateforme de publication nativement ouverte pour des revues, des actes de colloque ou même des monographies. Voilà, d'ici une petite année, je pense. Voilà, c'est ce genre de service pour être vraiment au plus près des chercheurs et puis vraiment répondre à leurs questions en sciences ouvertes. Merci beaucoup. Et donc, Pierre, le personnel de la MSH comprend une éditrice. Est-ce que vous voulez bien nous parler un petit peu de la maison d'édition de la MSH ? Merci. Oui, donc pour commencer, la MSH Paris-Saclay, d'une certaine manière, complète le travail de l'Université Paris-Saclay auprès de la communauté SHS, dont des juristes, à leur manière, font partie. Je voudrais quand même juste présenter en quelques mots. Donc, Pierre-Guy Bintif, je veux me présenter parce que mon statut de juriste est un peu particulier. Je me suis formé en Suisse. J'ai mon brevet d'avocat à Genève, je crois qu'il serait plus valable à l'heure actuelle, il doit être prescrit, mais je me suis formé comme juriste et à côté de ça comme sociologue, parce que ça me paraissait un complément extrêmement productif, et j'ai pu ensuite mettre sur pied un enseignement et une ligne de travail en sociologie du droit au Portugal, à Lisbonne. Et je suis professeur de l'Institut universitaire de Lisbonne. Je le mentionne maintenant aussi parce que ça me permet d'introduire une petite note comparative. Comme chercheur à cet institut portugais, je dois déposer toutes mes publications sur le système d'archives ouvertes qui équivaut à HAL pour vous, qui est en l'occurrence le système de mon institut, qui est lui-même maintenant rattaché progressivement à un système portugais national. Tout ça est une dynamique internationale. À un moment donné, j'ai été appelé pour diriger la MSH Paris-Saclay. Et donc, juste un mot maintenant sur la MSH. Les maisons de sciences, on va les appeler de l'homme et de l'humanité, ont cette particularité de fonctionner en réseau. Il y en a 22 sur tout le territoire français. Ça fait une espèce d'interface sciences sociales, société à l'échelle d'un territoire national. Moi qui viens de l'extérieur, je peux vous dire que c'est unique et que c'est remarquable. Voilà, je suis bien placé pour le dire. Et ça nous permet donc, sur chacun de nos sites, à intervenir en tirant parti de l'expérience des autres sites en France, notamment en matière de publication, notamment en matière de données. Et nous sommes portés comme réseau et comme maison des sciences de l'homme, principalement par, d'une part, les universités, nous, l'Université Paris-Saclay, l'UVSQ, l'Université d'Évry, et encore quelques autres établissements et organismes du périmètre, et par le CNRS. C'est pour ça que je suis arrivé en retard, d'ailleurs, parce que le CNRS a convoqué en traître une assemblée générale ce matin, qui en plus s'est terminée à 1h de l'après-midi avec un sujet hautement sensible, qui nous a été annoncé hier matin. Donc je ne peux pas faire mieux, j'en suis désolé, c'est les inconvénients de l'avantage d'être en lien avec différentes tutelles, parce qu'en matière de sciences ouvertes précisément, on avance avec différents acteurs et nous sommes, avec le réseau et les maisons des sciences de l'homme, dans une position intéressante pour voir ces acteurs s'organiser entre tous, le ministère, le CNRS, les universités. Maintenant, ce que nous faisons plus concrètement, nous sommes donc là pour
créer une communauté SHS à l'échelle du périmètre, beaucoup en finançant de la recherche par des appels à projets qui financent des recherches nécessairement interdisciplinaires et interinstitutionnelles, interétablissements. Et ces projets de recherche conduisent souvent à des publications. Et donc, en parallèle avec cette activité d'accompagnement et de financement de recherche, nous avons un certain nombre de services, dont en particulier un service d'édition dont Flavie Lavallée a la charge. Je vais peut-être lever le bras pour qu'on t'identifie dans la salle, mais peut-être que vous avez eu le temps de vous présenter à l'heure du repas en mon absence. Donc Flavie Lavallée est la personne qui d'ailleurs a travaillé un temps à Genève. Voilà, il y a des liens occultes entre les messages Paris-Saclay et Genève. Le service édition de la Maison des sciences de l'homme, qui a donc plus concrètement les tâches suivantes. J'ai dit que nous avons des initiatives qui donnent lieu à des publications. Nous avons une collection d'ouvrages issus de ces publications qui a été conçue, comme elle a été conçue récemment, d'entrée comme une publication en sciences ouvertes. Donc, nous n'avons pas le problème de nous mettre à la science ouverte, nous y sommes. Et Flavie est là pour conseiller les porteurs de projets dans le montage de projets éditoriaux qui s'inscrivent dans cette collection en leur donnant toutes les indications nécessaires pour que ces publications obéissent aux critères de science ouverte. Dans notre activité d'appui à des projets, nous rappelons, et Flavie est la personne qui précise éventuellement l'information, nous rappelons à toutes les chercheuses, tous les chercheurs dont les activités ont bénéficié de notre appui, que leurs publications doivent être déposées sur HAL. Et nous les appuyons dans ce dépôt sur HAL. Et puis l'autre activité, donc, appui au projet de publication et à la publication en sciences ouvertes des articles des chercheurs et des chercheuses. Par ailleurs, la Maison des sciences de l'homme héberge 2 revues. Ils ne sont pas des revues de droit, ce sont des revues interdisciplinaires de sciences sociales, terrain et travaux, et l'homme et la société. Et dans ce cadre-là, Flavie Lavallée appuie ces revues dans une démarche qui va vers la science ouverte. Ce sont des revues qui, en partie, qui exigent encore un accès payant à leur publication pendant un certain temps. Donc, nous avons des appels à projets, nous encourageons le financement de la recherche. Sur la base de cette recherche, il y a des publications. Le service de publication appuie aussi plus spécifiquement des revues. La MSH fait encore autre chose, et je terminerai là-dessus. Elle est en contact avec la communauté de recherche SHS du périmètre, un contact qui s'étoffe au fil du travail de la MSH. Je suis très heureux de pouvoir profiter de ce passage ici pour mieux découvrir la faculté de droit Jean Monnet et les centres de recherche de droit qui s'y rattachent. Avec ce contact avec la communauté de recherche SHS, nous sommes un interlocuteur, semble-t-il, apprécié de nos tutelles pour aider à la mise en œuvre de la politique sciences ouvertes. Et donc je vous disais, nous, c'est beaucoup l'université, les universités et le CNRS. Le CNRS nous mobilise pour appuyer, le CNRS essentiellement, ça on le voit bien à partir du réseau, le CNRS, son grand souci, c'est les revues qu'il appuie. Et donc le CNRS espère que l'appui aux revues soit de plus en plus installé dans les maisons des sciences de l'homme, où on peut plus facilement faire mutualiser, comme on dit, faire interagir des revues. Et il nous charge de pousser ces revues vers la science ouverte. L'université Paris-Saclay, principalement,
nous mobilise plutôt pour tout ce qui est livre, en ce qui concerne les publications, et nous avons donc un travail de concertation, conception en cours avec l'Université Paris-Saclay en vue de mieux établir une ligne éditoriale de publication SHS Paris-Saclay. Et puis, Nathalie y a fait allusion, et j'y reviens maintenant, parce que je pense que c'est important et ça a une signification particulière pour le droit. Ça, j'en parlerai pas maintenant. La politique science ouverte a donc deux grands domaines. D'une part, les publications, que tout le monde puisse accéder à tout ce que la science publie, et d'autre part, les données. Que toute donnée qui a été produite avec des moyens publics, par des entités de recherche publiques, que ces données puissent être réutilisées, puissent être accessibles. Et pourquoi est-ce que j'insiste maintenant là-dessus? Parce que l'Université Paris-Saclay nous porte à insister là-dessus, parce qu'il y a évidemment un lien entre les deux choses. Des publications doivent pouvoir s'appuyer de la manière la plus opérationnelle, la plus pratique sur des données qui peuvent être ensuite revérifiées, réutilisées pour discuter les travaux publiés. Et donc, il y a là un lien entre deux grands volets de la science ouverte qu'à la MSH, on est particulièrement soucieux d'articuler. Merci beaucoup. Donc, dans vos présentations, vous avez insisté sur le fait que les juristes sont plutôt frileux à l'idée de déposer en open access leurs articles. Est-ce que vous avez des solutions à proposer face au refus de dépôt que nous connaissons, à la peur de perdre en visibilité, la peur de se faire voler son travail, la peur de ne plus pouvoir publier chez des éditeurs classiques, et ainsi de suite? Monsieur Dumont, vous avez peut-être des idées? On ne vous entend pas. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, merci. Non, ça ne marche pas. Si. Parfait. Sur ces différentes craintes, comment dire? La première, il y a deux craintes principales. Une sérieuse, dont il faut qu'on parle sérieusement, les éditeurs en particulier, qui est la crainte que si on met en libre accès, les éditeurs refuseront ensuite de travailler avec nous. Et là, il y a un vrai sujet dont il faut qu'on parle posément avec les éditeurs, qui est à la fois un sujet légal et un sujet commercial, qui mérite donc qu'on le creuse. La deuxième question, elle est la crainte de pillage. Alors, celle-ci, elle est, pour tout dire, absolument incompréhensible et même totalement contre-productive, puisque la meilleure façon de se protéger contre le pillage, c'est précisément de publier en libre accès. Maintenant, les logiciels anti-plagiat vont scanner tout ce qui se trouve sur HAL, et à partir de ce moment-là, à partir du moment où c'est en ligne, je pense particulièrement aux travaux de nos étudiants, qu'il s'agisse de mémoire de master ou de thèse en particulier, mais ça vaut aussi pour les travaux de collègues, eh bien le plagiat est évidemment beaucoup plus facile à détecter à partir du moment où le texte est en libre accès que s'il est sur des bases de données fermées, et donc plus difficilement détectable. Je reviens sur la première question, si vous me permettez, s'agissant donc des éditeurs. D'abord, pour dire que, alors je n'ai travaillé pour l'instant de façon approfondie qu'avec Dalloz, mais du côté de Dalloz, il n'y a eu aucune difficulté, de principe en tout cas, avec les équipes de Dalloz avec lesquelles j'ai travaillé, puisque on n'a pas forcément la même réponse à tous les étages dans une maison de la taille de celle-ci. Je pense particulièrement aux directeurs de collection qui sont peut-être un peu plus frileux, mais du côté des équipes internes, si l'on peut dire, de Dalloz, je n'ai rencontré, contrairement donc au mythe qu'on entend souvent, aucune difficulté quant à la publication en libre accès. En particulier, s'agissant des articles de doctrine, des articles donc de fond, la crainte principale de Dalloz, dans les discussions que nous avions eues en 2019, étant que la version qui soit publiée ne soit pas la version éditeur. Ce qui, dans les démarches des autres disciplines, est un petit peu inversé, c'est-à-dire que quand tel ou tel collègue mettait en ligne son texte, la réaction de Dalloz était « mais pourquoi ne nous ont-ils pas contactés pour avoir la version éditeur? Ça aurait été beaucoup plus propre que le texte non mis en page ».
qui a été diffusé. Entendons bien, ça ne veut pas dire forcément que l'accord sera systématique à la suite d'une demande formée par un auteur auprès de son éditeur. J'ai des cas inverses qui m'ont été rapportés, mais je pense qu'il n'y a pas de difficulté de fond, disons, de la part de l'éditeur. En revanche, je crois qu'il y a une vraie question qui est en discussion, qui est, je crois, en discussion aussi chez les éditeurs eux-mêmes, qui concerne le périmètre des articles scientifiques. À la fois pour voir ce qui est touché directement par la loi République numérique, et puis ce qui est susceptible d'être réservé en quelque sorte par l'éditeur. Je veux dire par là que certaines de nos publications sont incontestablement des publications scientifiques, d'autres, parce que les revues juridiques françaises sont essentiellement à destination d'un public professionnel, sont des publications qui ont un intérêt scientifique aussi, mais qui sont d'abord des publications professionnelles. Bien. Et cette distinction, elle est évidemment très difficile à opérer. On l'a eu, cette discussion, quand on a mis en place Droit de Halle, pour savoir qu'est-ce qu'on référençait dans Halle, et en particulier si l'on référençait les notes de jurisprudence. Et la réponse en interne au sein de l'équipe Droit de Halle, je crois que Sandrine Clavel est dans la salle, et donc on en avait parlé avec elle à ce moment-là en particulier, elle était présidente de la conférence des doyens, et la réponse de l'éditeur était de dire mais on ne sait pas faire la différence en réalité entre ce qui est scientifique et ce qui est purement professionnel, et il y a des idées scientifiques qui ont été développées dans le cadre d'une petite note de jurisprudence apparemment tout à fait anodine, et à l'inverse on a de gros articles prétendument scientifiques qui en réalité sont, on va pas forcément le dire comme ça, mais la reprise de conclusions qui ont été présentées dans le cadre d'un dossier plaidé par l'un des universitaires. Rhabillé bien sûr, mais donc la frontière elle est difficile à identifier, et je pense qu'il faut que nous la travaillions, y compris, et c'est peut-être désagréable à entendre pour nous, dans ses conséquences, c'est-à-dire que aujourd'hui nous sommes payés deux fois. Lorsque nous publions un article scientifique dans une revue juridique, nous sommes payés par l'université qui donc nous finance, et puis nous sommes payés considérablement, mais tout de même en droit d'auteur par l'éditeur. Que nous soyons payés par l'éditeur qui cherche à diffuser son activité auprès des professionnels du droit, ça me paraît tout à fait normal. Que nous soyons payés pour une activité qui relève de notre activité normale, entre guillemets, je ne dis pas non, évidemment, et personne parmi les juristes ne dira non, mais dans la discussion sur le périmètre entre notre activité strictement scientifique, si on peut parler ainsi, et notre activité professionnelle, cet élément-là, je mets les pieds dans le plat directement, cet élément-là sera un moment ou l'autre à discuter. Et évidemment, cette discussion en arrière-plan, même si pour l'immense majorité d'entre nous, la publication pour un commentaire n'est pas une activité lucrative, cet élément-là, ou le mythe qu'il y a derrière le fait que les éditeurs nous payent, eh bien, n'est pas totalement indifférent à une certaine frilosité, disons, dans le dépôt de nos publications scientifiques. Je me contentais de lancer le débat, et je m'en tiens là. Arthur, Nathalie, est-ce que vous avez des compléments ou des réactions ? Sur le double paiement des chercheurs, je ne pense pas qu'en droit d'auteur, ils doivent toucher grand-chose, sauf peut-être quelques pointures. Donc, je ne suis pas sûre que ça soit un critère, de mon côté en tout cas. Après, je pense qu'effectivement, sur le côté, il y a peut-être une frilosité à se dire si je laisse publier mon livre en libre accès, je ne vais pas réussir à vendre le livre en librairie, en version papier. Je pense que ça, c'est un raisonnement qu'on entend beaucoup de la part des éditeurs. Et pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de recul parce qu'il n'y a pas à l'heure actuelle énormément de livres qui sont nativement ouverts. Mais on a quelques exemples. Je pense notamment au manuel d'histoire qui a été réalisé par mes collègues de l'UVSQ. En fait, l'éditeur qui a collaboré au projet, donc c'est un ouvrage nativement ouvert. Et en fait, il y a une édition commercialisée qui a été faite et qui se vend très très bien. Parce que justement le manuel est connu s'est fait connaître par la version électronique, et en fait les usagers finissent par l'acheter parce que plus pratique à manipuler pour faire ses cours, etc. On finit par acheter la version papier. Donc voilà, je pense que c'est pas antinomique d'avoir une version nativement ouverte en électronique et d'avoir une. Enfin voilà, pour les éditeurs, il y a toujours un moyen d'avoir un retour sur investissement sur certains cas.
Voilà, après sur le fait, je pense que ouvrir la science, c'est aussi apporter plus de visibilité. Il y a un chiffre qui est largement communiqué, qui est un article qui est ouvert, qui est disponible dans HAL ou sur une autre archive ouverte, et en généralement 5 fois plus cité qu'un article qui n'est pas en accès ouvert. Donc c'est vrai que ça apporte une grande visibilité pour les travaux d'être nativement, enfin d'être disponible en accès ouvert. Voilà. Je vais apporter quelques éléments supplémentaires. Déjà, il faut vraiment sortir de cette vision comme quoi un article, un ouvrage, une publication en open access ne serait incompatible avec une publication commerciale. Et d'ailleurs, c'est pas seulement dans le domaine de la science. Quand on voit dans tout un tas de développements autour de l'auto-édition, donc un vrai phénomène d'édition contemporain, on s'aperçoit que des gens qui ont par exemple un blog, qui produisent des articles, des chaînes YouTube, etc., tout d'un coup ils produisent un livre qui a exactement le même contenu, et en fait, ils le vendent très bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà un public qui est constitué, et parce qu'il y a un attrait pour l'ouvrage physique individuel. On a déjà, c'est même assez courant, des cas avec des doctorants qui publient leur thèse, donc ils la déposent sur HAL, qui est en libre accès, et qui, sans même avoir demandé, tout d'un coup, quelques mois plus tard, sont contactés par un éditeur. L'éditeur lui dit, j'ai vu votre thèse sur HAL, en open access, est-ce que ça vous intéresse de la publier ? Donc vraiment, les deux ne sont pas liés. Et je pense qu'on le voit très bien à quoi ? C'est au fait que les éditeurs se saisissent de plus en plus de l'open access. Aujourd'hui, les éditeurs non seulement ils ne freinent pas du tout sur la publication en open access, mais au contraire, ils sont presque demandeurs. Beaucoup d'éditeurs souhaitent passer vers des nouveaux systèmes d'abonnement, tout ce qu'on va appeler, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'on va appeler le read and publish, c'est-à-dire vraiment, l'éditeur va se mettre à demander que les textes qu'il publie, soient publiés en open access. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont bien vu que les éditeurs sont très capables de s'adapter. Ils ont une capacité d'adaptation que souvent les institutions n'ont pas. Et ils ont bien vu le danger que pouvait faire peser éventuellement sur eux le développement de l'open access. Et au lieu de s'y opposer, ils l'ont accepté. Et maintenant, ils proposent ce qu'on va appeler tout un système de droit de publication, et donc de faire payer en fait l'auteur pour que sa publication soit payée en open access. Et donc, les éditeurs sont tout à fait ouverts au fait de rendre l'open access accessible. C'est même devenu un marché à part entière pour les éditeurs. On en est sur des chiffres assez faramineux, où on a des taux avec des chiffres de publication qui sont à plusieurs milliers d'euros. Alors c'est possible. Je suis un peu moins calé au niveau droit, mais en tout cas, d'une manière générale, on le voit bien par exemple avec le droit de HAL, avec Dalloz par exemple, qui est ouvert à la publication des articles, des revues, des périodiques. Les notices. Alors, justement, là-dessus, c'est pour ça que je dis qu'en fait, il faut bien voir une chose, c'est qu'il va y avoir 2 stratégies qu'on va pouvoir développer là-dessus. La première stratégie, c'est justement celle dont je parlais, c'est-à-dire céder un peu en sorte aux éditeurs pour faire de la publication en open access direct. C'est vraiment, vous payez des droits, et là, votre article est publié en open access, avec des droits qui peuvent être très élevés. Ce qui, du coup, arrange l'éditeur, puisque finalement, il arrive à faire ainsi une sorte de double chiffre d'affaires. Et l'autre stratégie, c'est de continuer avec l'édition traditionnelle. Et là, donc, vous ne cédez pas vos droits, vous faites votre publication classique dans des périodiques, des revues avec un copyright. Et là, dans ce cas-là, on ne dépose pas on peut continuer à favoriser l'open access, mais on ne dépose pas le manuscrit éditeur, mais il faut vraiment déposer ce qu'on va appeler le manuscrit auteur, sur lequel vous avez tous vos droits, parce que vous êtes couvert par la loi pour la République numérique, qui vous permet de déposer. Et là, il va y avoir la présence d'un embargo qui va réduire le temps d'accès dans lequel votre ouvrage, votre article sera accessible en open access, qui en droit est de 12 mois, donc qui va permettre en fait à l'éditeur de continuer à avoir ses bénéfices sur vos productions sans que la publication en open access ne vienne vraiment
perturber son modèle économique. Donc il faut pouvoir être capable de jouer sur ces deux tableaux, et c'est aussi en jouant sur les deux aspects qu'on peut favoriser l'open acquisition. Donc, je pense qu'en droit, vous êtes plutôt dans la seconde stratégie que dans la première. Oui, alors juste pour compléter, effectivement, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, dans les sciences dures, il y a cette forte tendance qui est monopolisée, on va dire, par les trois éditeurs qu'on connaît tous, Wiley, Springer et compagnie, qui ont vraiment un temps d'avance et qui essayent justement de jouer avec la science ouverte en proposant soit des frais de publication, soit des nouveaux systèmes de publication. En fait, ils essayent toujours d'avoir un coup d'avance pour commercialiser leurs services. Et effectivement, au niveau du plus sciences humaines et droit plus spécifiquement, c'est vrai que ce système de frais de publication est vraiment pas très répandu, voire inexistant. Donc c'est vrai que les éditeurs plus classiques, alors Dalloz apparemment n'est pas concerné, mais auxquels on peut avoir accès, sont vraiment plus réfractaires, mais malheureusement il va falloir ils vont être obligés d'évoluer, mais c'est vrai que c'est lent à faire. Surtout que tous nos établissements prennent tous des feuilles de route, des documents uniques avec des recommandations très fortes pour publier en sciences ouvertes, avec l'obligation de déposer dans les archives ouvertes. Donc ça, effectivement, c'est un système qui est compatible avec les éditeurs, avec ce système d'embargo, etc. Mais le CNRS, typiquement, a annoncé hier qu'ils imposaient à leurs chercheurs de faire de la non-cession des droits, en fait. Obligation de déposer dans HAL leur version acceptée par les revues. Donc il y a un moment, les éditeurs vont être obligés de passer à la science ouverte. Mais c'est vrai qu'on est dans cette période où encore charnière, on n'a pas abandonné la publication classique. Est-ce qu'on l'abandonnera ? Je suis pas sûre. Mais on n'est pas encore totalement vraiment tourné vers la science ouverte. En tout cas, dans le domaine du droit, c'est encore un peu difficile. Mais les institutions sont là aussi pour accompagner ce mouvement, cette appropriation. Merci beaucoup. Je vois que le temps file, donc on a le temps pour une dernière question avant de passer le micro à la salle. J'ai une question plutôt sur les acteurs aujourd'hui de la science ouverte. Qui sont les acteurs qui se sont emparés de cette question ? Est-ce que c'est le ministère, les gouvernances des universités, les laboratoires, les chercheurs, les bibliothèques, les éditeurs, d'autres ? Et comment le travail de ces différents acteurs peut s'articuler pour être le plus efficace et efficient possible au vu des enjeux actuels ? Arthur, je ne sais pas si vous voulez commencer. Alors, je vais faire une réponse un peu... Mais en fait, tout le monde est impliqué dans la science ouverte. On le voit déjà au niveau national, le ministère impulse une politique où il cherche absolument à avoir, donc à travers tout ce qu'on va appeler le baromètre de la science ouverte, à atteindre 100% des publications françaises en open access d'ici 2030. On voit également que les universités, les institutions, on a parlé du CNRS, mais également les universités elles-mêmes prennent des décisions où, par exemple, elles imposent que seuls les articles qui seront déposés avec le manuscrit seront comptabilisés dans les évaluations budgétaires. Évidemment, les chercheurs sont au cœur du dispositif puisque ce sont eux qui déposent les articles, ce sont eux qui les produisent, donc ce sont également eux qui les déposent. On a vu comme les bibliothèques, les établissements transverses peuvent apporter leur aide, apporter des outils. Et enfin, comme on l'a dit juste précédemment, même les éditeurs eux-mêmes se sont saisis de l'open science, tentent de proposer donc ce qu'on va appeler des accords pour pouvoir publier en open access, cherchent à proposer des données, voire à essayer de garder en fait la main sur cette espèce de manne. On l'a vu même récemment pendant la crise du Covid-19 où les éditeurs ont en fait finalement ouvert leurs données. Donc on voit bien qu'on peut même avoir des dispositifs parfois ponctuels dans lesquels, pendant un temps donné ou sur un sujet thématique précis, tout d'un coup, on ouvre les vannes de la recherche. Donc on voit bien que c'est un sujet d'actualité et qui est vraiment porté par toutes les branches de la société, à leurs différents niveaux. Et on est un peu dans cette phase, comme on décrivait, de transition dans laquelle on a encore l'ancien système qui continue à durer et en même temps de nouveaux mécanismes qui se mettent en place. Merci. Monsieur Dumont, est-ce que vous voulez réagir ? Oui. Sur ce même sujet, pour peut-être une version un peu moins optimiste,
L'université Paris-Saclay bénéficie de moyens, a décidé plus exactement de mettre des moyens importants sur ce sujet. Elle n'est pas la seule, je pense à Paris-Nanterre par exemple, qui a aussi mis l'accent sur HAL et sur la publication directe en ligne. Il y a d'autres pépinières de revues, Lyon 3, j'ai vu que l'équipe était là aussi, et donc c'est très bien. Mais c'est absolument pas universel. Et il y a tout de même bon nombre d'établissements qui aujourd'hui sont totalement absents. Bon nombre d'établissements, c'est-à-dire bon nombre de collègues, et je pense même que c'est la majorité d'entre eux, qui sont totalement absents du sujet, tout simplement faute de moyens mis à leur disposition. HAL, ça prend du temps. Déposer dans HAL, ça prend un peu de temps. Entrer dans cette logique et savoir donc qu'est-ce que l'on doit déposer ou qu'est-ce que l'on peut déposer, ça prend un peu de temps et ça suppose un investissement assez massif, je pense, de la part des établissements universitaires et de la part du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en particulier. Premier élément. Deuxième élément, je crois quand même qu'il y a une spécificité du monde juridique qui tient, comment dire, à la consanguinité entre les universitaires et les éditeurs. C'est pas d'aujourd'hui, ça date de l'édition juridique, c'est-à-dire au moins du 19e siècle et sans doute avant. Les historiens du droit préciseront mon propos, mais nous sommes dans un contexte un peu particulier dans lequel, je m'explique, nous avons à la fois des possibilités, me semble-t-il, qui vont au-delà de la loi République numérique et d'autres qui vont en deçà. Au-delà, je prends juste un exemple qui est celui des ouvrages collectifs que nous publions beaucoup, nous juristes, peut-être plus que dans d'autres disciplines, en tout cas plus que dans les sciences dures, me semble-t-il. Et ces ouvrages collectifs sont, dans leur immense majorité, des actes de colloque. Bien. Ces actes, ils ne sont pas vendus, enfin ils sont peu vendus, disons, par les éditeurs, et ils sont, pour un certain nombre d'entre eux, cofinancés, pas forcément dans des proportions considérables, par les laboratoires qui ont organisé le colloque lui-même. Dans une très grande majorité des cas, lorsque l'on pose la question à l'éditeur, est-ce qu'il serait possible de publier un article de mettre en ligne un article qui a été publié dans un ouvrage collectif, la réponse est immédiatement oui. Qu'il ne le vend pas, ou alors il l'a vendu dans les 6 premiers mois après la mise en ligne, et donc il dira oui. Or, les articles d'ouvrage, les chapitres d'ouvrage, ne sont pas visés par la loi République numérique. Il n'y a aucun droit a priori, à publier directement. Et donc, je crois que nous avons intérêt, collectivement, quand je dis collectivement, c'est dans l'écosystème spécifique du droit, c'est-à-dire les laboratoires de recherche juridique, bien sûr, mais aussi la conférence des doyens, en tout cas les facultés de droit, je ne sais pas si c'est la conférence en tant que telle, peu importe, mais en tout cas les facultés de droit, le CNU, etc., ou les CNU juridiques, à travailler tous ensemble autour d'une table avec les éditeurs pour, de façon assez posée, en quelque sorte, envisager les modalités de publication directe, parce que je pense que l'enjeu est véritablement là, les modalités de publication directe d'un certain nombre de publications, type article compte-rendu de colloque, en réalité, article de colloque, type article de doctrine un peu fondamentaux, qui pourraient être mis à disposition, je pense, sans obstacle majeur de la part des éditeurs, voire qui pourraient être mis à disposition dans la version éditeur, et non pas dans une application un peu mécanique et un peu, contrainte de la part des universités. Je termine en disant, j'étais à l'université de Nantes jusqu'au mois de septembre, que l'université de Nantes, présidée par une excellente juriste et également amie, Karine Bernot, a pris la décision d'obliger donc à la mise en ligne des publications de l'ensemble des publications de ses chercheurs. Ça n'a pas changé une virgule à la situation du côté des juristes, qui aiment bien Karine Bernot par ailleurs, mais qui n'ont pas changé leur pratique, et donc ils ne publient pas. Je suis assez peu convaincu de l'intérêt d'une forme de publication, enfin d'obligation administrative contrainte consistant à dire il faut publier, etc. Chez les juristes, ça marchera pas. Ça marchera peut-être dans d'autres disciplines un peu plus caporalisées que la nôtre, mais les juristes sont très indisciplinés, vous le savez bien, et tout ce qui viendra par une contrainte administrative de l'université ou de structures supérieures ne sera tout simplement pas mis en œuvre. Et je crois que ce serait vraiment contre-productif d'aller sur ce terrain-là. J'en ai terminé. J'ajouterai volontiers quelques mots en insistant sur les particularités du domaine juridique par rapport aux autres SHS. J'en vois deux qui sont d'ailleurs un peu liées, qui sont celles-ci. Les publications des juristes, les autres juristes en ont besoin pour leur travail d'avocat, pour leur travail de magistrat. Ça a toujours été comme ça, et c'est ce qui explique
qu'aient pu se constituer en droit des commerces, une activité éditoriale incomparablement plus importante en termes financiers, en termes organisationnels, que dans les autres domaines des SHS. Et donc, tout cet appareil, évidemment, il réagit à sa manière aux exigences de sciences ouvertes maintenant. Et ceux qui voudront imposer la science ouverte dans ce domaine doivent prendre la mesure de ces particularités du monde éditorial juridique. Et puis, il y a une autre particularité qui est que les juristes sont reconnus, font leur carrière, non seulement sur, la plupart d'entre eux, non seulement sur la base de leur production qu'on va appeler maintenant scientifique, mais sur la base de leur travail d'avocat, de magistrat, de conseiller. Et c'est ce travail qui en partie les fait vivre, les assure de reconnaissance, ce qui n'est pas le cas dans les autres domaines des SHS, où on publie uniquement pour être lu par des chercheurs qui sont rares. Donc, jusqu'à ce que quelque chose soit publié et soit lu, il en faut, et où c'est cette publication qui est le moyen de se faire reconnaître. Et donc, des chercheurs en sciences sociales seront maintenant prêts à payer des fortunes pour que leur article soit publié dans une revue à fort facteur d'impact. C'est comme ça qu'ils seront évalués et qu'ils pourront rester à leur place. Ce n'est pas le cas pour les juristes. Donc, les juristes, je crois, Gilles a tout à fait raison, pas la peine de les forcer avec des arguments bureaucratiques, avec des impositions légales. En revanche, ça pourrait valoir la peine de mieux se saisir du côté des juristes de la visée de la politique de sciences ouvertes. Pourquoi est-ce qu'on a développé au plan international une politique de sciences ouvertes? Bon, comme sociologue du droit, je suis obligé de reconnaître qu'il y avait un tas de raisons qui ne sont pas toutes nécessairement aussi avouables les unes que les autres. Mais il y en a une qui est ce qui justifie ces politiques et qui mérite d'être mise en valeur, qui est restituer à la société civile, ce que produisent des spécialistes. Et ça, les juristes devraient, s'ils prenaient leur travail, enfin, des juristes qui prennent leur travail au sérieux à l'heure actuelle, doivent se saisir de cet objectif de science ouverte. Parce que, en effet, la société a besoin du droit, et pas d'un droit que les juristes cachent pour eux, mais d'un droit qui puisse être mobilisé avec des juristes, mais par la société. Et de ce point de vue-là, la science ouverte, on parlait tout à l'heure des multiples formats qu'elle permet, est en train de créer un écosystème dans lequel on va pouvoir travailler entre spécialistes et non spécialistes d'une manière beaucoup plus productive que ce n'était le cas jusqu'à maintenant. Et de cette manière, des juristes pourront, à terme, à la fois mieux mettre à disposition, donc mieux faire leur travail de juriste, mieux mettre à disposition le droit à la société, et en même temps d'ailleurs, être beaucoup mieux reconnus par la quantité de demandes d'accès aux documents qu'ils auront mis en sciences ouvertes, par l'intérêt que leurs éditeurs trouveront au fait qu'ils publient en sciences ouvertes, ils finiraient, à mon avis, par y gagner, à condition de prendre l'objectif de la science ouverte au sérieux, qui est de restituer le savoir à la société. Et s'il y en a un qui mérite d'être attribué à la société, c'est bien le savoir sur le droit. Merci beaucoup. Nous sommes évidemment très en retard, mais on a le temps pour quelques questions. Merci. Je ne me lève pas parce que je suis un peu engoncée. Bonjour, je m'appelle Sandrine Clavel, je suis professeure de droit à l'UVSQ. Je voulais juste souligner ou porter au débat un aspect
alors, on a beaucoup parlé du doublonnage en fait en droit entre l'édition chez les éditeurs et l'édition sur les plateformes, avec les questions de la publication des versions. Alors déjà sur ce sujet, c'est vrai que on a dit que ça prenait beaucoup de temps. C'est pas tout n'est pas toujours fait pour nous simplifier la tâche. Juste pour vous donner une illustration, là j'ai été regarder sur HAL. Alors moi je suis pas une spécialiste, mais il se trouve que je connais très bien Gilles Dumont, et depuis très longtemps Gilles Dumont me essaye de me convaincre qu'il faut que je déverse des choses sur HAL. Donc moi je suis très disciplinée, je me suis dit si Gilles le dit, il faut que je le fasse. Et là, par exemple, j'en ai un. Depuis janvier 2021, il est en attente parce que j'ai publié une version éditeur qui date de 2018. Donc pour moi, ça pose pas de problème compte tenu du délai. Et j'ai une sorte de verrou qui est arrivé. On m'a dit, c'est une version éditeur. Est-ce que vous avez une autorisation? Et il faut cliquer. Alors moi, je sais pas du tout si j'ai une autorisation. Je suis partie du principe que c'était un vieux texte et qu'en effet, l'éditeur avait sans doute pas de problème. Mais quand on m'a demandé expressément si j'avais une autorisation, ben j'ai rien répondu. Et donc le truc est toujours pas publié. Donc ça c'est déjà un premier point. Le second, en réalité peut-être plus substantiel, que je voulais évoquer, c'est une question que moi je me pose beaucoup, peut-être en lien avec le dernier point qui a été évoqué ici sur finalement le fait de savoir si en tant que chercheur bien faire notre travail c'est publier en sciences ouvertes. Et moi je suis très convaincue, enfin je dis très franchement, on est payé par les impôts des Français, et je trouve assez légitime que nous restituions le résultat de nos travaux gratuitement aux Français que ça peut intéresser. Il n'y en a pas tant que ça, mais s'ils sont intéressés, je trouve ça très bien qu'ils le voient. Cela étant, ça pose la question du support de publication. Et là, il y a quand même une chose, enfin vraiment une question que nous on se pose, c'est que comme tous les chercheurs, on est soumis à des évaluations régulières par nos pairs. Et aujourd'hui, dans la communauté juridique, il me semble qu'il reste quand même un vrai doute sur le crédit que nos pairs accordent à des publications qui ne sont pas faites chez les éditeurs classiques. Finalement, quand on n'a pas publié un article dans le JCP, au Dalloz, à la revue critique de machin, et que l'on l'a fait dans une revue qui est un peu nativement numérique, est-ce que ça c'est valorisé par nos pairs de la même façon? Très franchement, moi j'ai parlé avec un certain nombre de collègues et je peux vous dire que c'est pas du tout certain. Et ça c'est aussi quand même un verrou psychologique pour nous. Donc ça veut dire on a besoin de publier chez nos éditeurs classiques pour être sûr que ça va être valorisé par les comités qui à un moment vont avoir à nous évaluer. Et puis une fois qu'on a publié chez nos éditeurs classiques, on a un peu peur de faire des choses qu'on n'est pas censé faire, et donc on est quand même, on procrastine et on se dit je le ferai dans 1 an et demi quand je serai venu à la journée droit et sciences ouvertes. Oui, donc pour répondre à cette question de l'évaluation des auteurs, nous sommes donc à la MSH, nous sommes représentés, nous participons aux travaux du COPIL Sciences Ouvertes de l'Université Paris-Saclay, et au COPIL de l'Université Paris-Saclay, Sciences Ouvertes de l'Université Paris-Saclay, une des lignes de travail est de faire évoluer les systèmes d'évaluation des chercheurs pour que soient progressivement plus pris en compte les efforts faits dans le sens de la science ouverte et de l'impact de la recherche sur la société. Et c'est le même COPIL qui défend que l'Université Paris, qui a défendu que l'Université Paris-Saclay adhère à la déclaration de DORA, Declaration on Research Assessment de San Francisco, qui cherche à faire s'éloigner les systèmes contemporains d'évaluation de la pure comptabilisation des articles publiés dans des revues de fort impact. Moi, je suis ravie que ça se fasse à Paris-Saclay, mais je vous assure que ça se fait aussi dans les autres universités, où et même les collègues qui vont être dans les instances qui vont l'évaluer. Parce que la plupart du temps, c'est pas les gens de Paris-Saclay qui vont l'évaluer. C'est les collègues de Paris-1, les collègues de Paris-2. Là, il y a en effet une tendance lourde qui s'est développée sur ces dernières décennies et dont on est en train de mesurer les effets pervers, comme vous-même maintenant, aussi au niveau des gouvernances d'universités, pas de toutes, mais de certaines. Espérons qu'elles vont gagner du poids. C'est un sujet vraiment qui est en charge au sein du plan national de la science ouverte, vraiment l'évaluation des chercheurs, mais de là à ce que ça
Et sur l'aspect juste HAL, Arthur, tu pourras peut-être répondre plus précisément à la question, mais de manière générale, vous avez des collègues bibliothécaires et des référents recherche qui sont là pour vous accompagner, pour déposer. Donc effectivement, quand vous avez un blocage comme ça, n'hésitez pas à nous solliciter, à solliciter les collègues, et on est là pour vous accompagner là-dessus, et justement pour pas que vous restiez bloqué pour une question pratique. Typique. Alors je vais faire un peu de pub, mais pour Paris-Saclay, l'adresse de contact c'est science.ouverte@universitéparis-saclay.fr. Voilà, et on est un guichet derrière, on est plusieurs à pouvoir vous accompagner et à vous répondre au plus vite. Voilà. On a une question en ligne, on vous écoute. On vous écoute, Monsieur Bento de Carvalho. Bonjour Madame, merci beaucoup pour ce colloque. Je commencerai par dire que je suis tout à fait d'accord avec les propos qui ont été tenus par mon collègue Gilles Dumont, que je salue et que je profite de ce moment pour le remercier pour le remarquable travail qu'il fait avec le portail universitaire du droit. Je garde ma question, je vais vous la poser. Simplement une remarque par rapport aux propos que je viens d'entendre. Alors, je crois que c'est l'intervenant qui est en bleu, je ne vois pas très bien sur mon écran, sur les interactions entre les juristes qui auraient et la société, et les bons juristes seraient ceux qui auraient à cœur de savoir dans quelle mesure leur travail peut avoir un impact sur la société. Alors, je vous rassure, on n'a pas attendu HAL pour faire un lien avec la société civile, et parce qu'on a aussi besoin du retour de la société civile pour nos travaux. Le droit, c'est pas simplement des règles, c'est aussi l'application de ces règles et la manière dont la société réceptionne ces règles. Donc même sans les archives ouvertes, et depuis très longtemps, on sait faire ça. La question que je me posais, c'est si vous avez évalué tous les freins qu'il pouvait y avoir à l'utilisation de HAL par le droit. Parce que moi, je suis venu à ce colloque par curiosité pour être convaincu, parce que je dois, si je vous parle en toute honnêteté, j'ai une certaine réticence à déposer mes articles sur HAL. Les références y sont de manière systématique, mais j'ai quelques réticences. Pour plusieurs raisons qui tiennent, à mon avis, à ce que les éditeurs juridiques proposent aujourd'hui des services et un travail que ne propose pas, en tout cas, à mon avis, HAL. Et ma question, c'est de savoir dans quelle mesure HAL peut rivaliser avec ce que proposent les éditeurs juridiques aujourd'hui et qui me semble tout à fait indispensable à notre métier et qu'on ne retrouve pas sur HAL. Je vais vous donner 4 illustrations rapides. La première chose, c'est le travail éditorial qui est accompli par Talos, par LexisNexis, par Extenso, d'autres éditeurs. Alors, ça a l'air de rien, mais une question de mise en page, une question de relecture, une question de suggestion, de références à ajouter, mais ça, c'est un travail. Et c'est un travail que nous ne faisons pas, parce que c'est difficile de s'auto-vérifier, et ce sont des tiers qui font ce travail-là, et un travail qui est tout à fait utile. HAL, sauf erreur de ma part, ne permet pas de faire cela. Bien sûr, on peut avoir des remarques des collègues, mais c'est pas du tout la même chose. Deuxième avantage, à mon avis, des éditeurs juridiques par rapport à HAL, pour l'instant, c'est que les éditeurs, et tout au moins les revues à comité de lecture, font un tri entre les articles dignes de publication et ceux qui ne le sont pas. Évidemment, ici, l'appréciation est subjective et chacun peut considérer que certaines revues ont des exigences qui ne correspondent pas forcément à leur conception de la recherche. Et quand j'entends que HAL permettrait de remédier à cela, parce qu'on ne mesurerait plus maintenant la qualité ou l'investissement du chercheur au nombre de publications, mais à l'impact de la recherche sur la société. Alors je m'interroge, puisque précédemment la même personne qui a évoqué cet impact sur la société mesurait éventuellement le succès ou l'intérêt de la recherche au nombre de clics, au nombre de téléchargements. Alors, je voudrais pas que HAL devienne une sorte de Twitter où on apprécie la qualité d'un papier ou la qualité d'un propos au nombre de vues ou au nombre de clics. Et je m'interroge ici sur la manière dont on peut mesurer l'impact de nos recherches sur la société. Si vous trouvez un critère, ça m'intéresse. Et surtout derrière, quelqu'un a ajouté que ça permettrait aussi de revoir l'évaluation des chercheurs. Peut-être que le propos de l'évaluation des chercheurs n'est peut-être pas utile, peut-être qu'il y a autre chose à faire que de chercher à évaluer les chercheurs en permanence. Les chercheurs s'évaluent très bien entre eux. Troisième point, qui à mon avis constitue un avantage des éditeurs par rapport à HAL pour l'instant, c'est la diffusion auprès des professionnels. Alors ça, c'est peut-être une question de temps. Je ne suis pas persuadé qu'en droit, les avocats, les magistrats soient très familiers de HAL, mais peut-être c'est une erreur de ma part que de le penser. Et il y a, à mon avis, un dialogue qui est important entre grosso modo le palais et l'université, puisque
nous essayons en tout cas parfois d'emporter la conviction de certains magistrats ou de fournir des pistes contentieuses. Par exemple, moi je suis dans le droit du travail avec le barème Macron, on essaye de faire des choses. Et de ce point de vue-là, les revues juridiques sont un média, à mon sens, aujourd'hui encore indispensable entre l'université et le palais. Et enfin, dernier avantage, mais là peut-être aussi que c'est une question de temps, au niveau des moteurs de recherche, je trouve que ceux des éditeurs juridiques sont incomparablement plus efficaces que le moteur de recherche qui existe aujourd'hui sur HAL. À tel point d'ailleurs que des instances aussi pertinentes que l'HCRS ne se contentent pas d'une extraction des données de HAL au moment de nous évaluer, encore une fois, puisque certains paramètres n'y figurent pas. Et là, la différence que faisait Gilles entre la note et l'article, pour le fait de savoir s'il fallait les prendre en compte, prend tout son sens et illustre toute la difficulté de cette distinction. Donc face à ces 4, à mon avis, bien sûr que c'est subjectif, avantages qu'ont les éditeurs juridiques, quelle réponse vous pensez que HAL peut apporter, et si possible, dans une perspective qui n'a rien à voir avec l'évaluation permanente et lancinante des chercheurs, avec de l'énergie qui pourrait être mise ailleurs. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut répondre? On y va tous. Déjà, je pense qu'il y a une confusion. HAL ne fait que diffuser un contenu qui a déjà été éditorialisé. C'est-à-dire que le contenu a déjà été publié par une revue avec tout le travail éditorial de qualité qu'on connaît des revues scientifiques, c'est-à-dire l'évaluation, les corrections, les demandes de correction d'un article, les allers-retours qu'il peut y avoir entre un auteur et des évaluateurs. Tout ce travail-là est toujours fait par HAL. Par les revues. Voilà, lapsus. Donc en fait, HAL permet juste de rendre la publication facilement consultable. Tout ce travail éditorial avant, il est fait par les revues et on veut que ça continue. La production scientifique doit rester aux mains des chercheurs. Et donc HAL est juste un outil pour diffuser plus facilement cette production. Voilà, donc il faut bien faire la part des choses. HAL ne va pas remplacer un éditeur, un secrétaire de rédaction qui va mettre en page un texte, des évaluateurs qui vont évaluer la qualité scientifique d'un papier. Voilà, il est juste là pour que ce papier, cette connaissance soit plus facilement accessible au public. Je laisse mes collègues compléter sur les autres points. On a le temps pour une dernière question. D'accord. Bonjour à tous. J'avais très rapidement été évoqué la loi pour une république numérique ou loi Le Maire. On sait que cette loi a eu un impact pour favoriser la diffusion par les canaux tels que HAL, Archive, dans d'autres domaines disciplinaires. Est-ce qu'on a une idée de l'impact de la loi Le Maire sur la diffusion des publications scientifiques ? Pour rappel, la loi Le Maire autorise les auteurs à rendre publics leurs travaux universitaires publiés dans des revues 1 an après la publication de l'article. Donc les 18 mois qu'on évoquait tout à l'heure de HAL, en fait c'est déjà au-delà de la date de publication a priori, et auquel cas il y a aucun veto n'autorise de la part de l'éditeur n'autoriserait en fait à être supérieur à la loi Le Maire de ce point de vue. Voilà. Oui. Alors, pour répondre brièvement, on a vu qu'il y avait un gros accroissement. Clairement, la loi pour la République numérique, elle a permis un accroissement très sensible du développement de la science ouverte. Je crois qu'on est passé je vais donner les chiffres de tête, mais on est passé de quelque chose de 30% de des publications françaises en open access avant la loi pour une république numérique à quelque chose comme 60% en 2021. Donc elle a permis quasiment de doubler en fait les statistiques. Et là on voit qu'on a une sorte de plateau. C'est-à-dire que l'effet a été, ça y est, il a fait un peu son effet, et que effectivement, il faudrait maintenant développer d'autres aspects, parce que comme on l'a dit à plusieurs reprises, notamment la loi pour une république numérique ne protège que les articles. Par exemple, elle ne porte pas sur les publications, sur les chapitres d'ouvrages, ni sur les monographies. Donc c'est aussi pour ça que on a aussi une forme d'accroissement, mais qui n'est pas complètement continu, mais qui a quand même eu vraiment un véritable impact avec un accroissement sensible des publications en open access. Donc c'est vraiment 12 mois, en fait, pour rappeler le principe, c'est que dès que vous avez publié, c'est pour ça qu'on disait que HAL n'est pas un éditeur, c'est une archive.
C'est vraiment une archive ouverte. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez publié, vous pouvez publier après 12 mois après la publication, vous pouvez déposer votre article sur HAL pour l'archiver en fait, tout simplement. Et donc, pour répondre aussi à une autre question qui a été posée, vous ne pouvez pas déposer le manuscrit éditeur, mais uniquement le manuscrit auteur sans la mise en forme. Sauf autorisation spéciale évidemment, qui là est si l'éditeur vous soutient. Mais sinon, même sans cette autorisation, vous pouvez toujours le faire, mais à condition que ce soit un manuscrit auteur, sans la mise en page de l'éditeur. C'est vraiment ça qui est important à retenir. Merci beaucoup. Merci aux 4 intervenants de cette table ronde. On a un petit quart d'heure de pause, donc il y a du café et des macarons en bas si vous voulez, et on vous retrouve à moins le quart.